Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, je pense que vous m'entendez, que les micros sont branchés. Je vais parler assez fort, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a une belle caisse de résonance ici. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour cette conversation. Je voudrais d'abord remercier toutes les équipes de Paris Photo, d'abord, qui ont accepté de nous recevoir, qui ensuite nous ont si bien reçus pour organiser ce moment. Qui a déjà une petite histoire parce qu'en 2019, on était à l'époque au Grand Palais, on avait organisé un talk, comme on dit, sur la photographie française et son image dans le monde à l'issue de la publication du livre que j'avais fait chez Textuel qui s'appelle 50 ans de photographie en France. Et à cette occasion, on avait reçu, il y avait Martha Gilly, il y avait des photographes, il y avait Olga, et on avait posé beaucoup de questions et on avait eu beaucoup de réactions sur un paradoxe qui était le dynamisme de la scène photographique en France et un sentiment de difficulté à la diffuser et surtout à la représenter. Alors c'était un débat où il y avait un peu des tensions, il y avait un peu des amertumes, il y avait un peu des demandes de la part des acteurs et des photographes. Mais néanmoins, je crois qu'on commençait à déclencher quelque chose avec le livre et autour du livre. On se retrouve 2 ans après, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment les choses avancent, comment les choses se cristallisent autour de la représentation de la photographie contemporaine française, d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue aujourd'hui de la création la plus contemporaine. Alors, ce qu'on va voir ensemble dans cette petite heure, c'est 3 actions qui sont menées, qui sont toutes très différentes, mais je crois qu'ils sont symboliques. La première, je vais vous parler d'un projet que j'ai ouvert il y a quelques jours au pavillon populaire de Montpellier, qui est la suite du livre de chez Textuel. Je vais vous dire un petit peu comment j'ai conçu cette exposition et comment elle se déroule et dans quelle logique, en tous les cas. Et puis, ensuite, je suis très heureux d'accueillir à nouveau Olga Smith pour ses travaux parce que tout le travail de recherche universitaire qu'elle a réalisé et la thèse qu'elle a faite sur la photographie contemporaine française a été publié désormais. En anglais, on va y revenir, peut-être qu'un jour ça sera traduit, mais on a à disposition, je dirais aujourd'hui, un essai d'historienne de la photographie contemporaine, qui est un regard extérieur à la France sur la scène française et son histoire. Surtout. Et dois-je présenter Héloïse Conessa, conservatrice pour la photographie contemporaine à la Bibliothèque nationale de France, qui nous fera partager à la fois, je dirais, la ligne, l'attitude, l'histoire et les projets de cette grande institution et peut-être les particularités que la question française pose, ou ne pose pas d'ailleurs, par rapport à l'ensemble des collections. Et puis bien sûr, on aura un temps d'échange avec vous et puis aussi entre nous. Alors on peut peut-être mettre la première image. Lorsque 50 ans de photographie française a été publié à la fin de l'année 2019, il y a eu un sentiment finalement que cet ouvrage faisait un travail de synthèse, on va dire, historique sur une période qui est longue, mais qui permettait un petit peu de décanter ce qui avait été les grands moments, les grandes questions de la photographie en France, je dirais, période humaniste, une période qu'on connaissait peut-être pas assez, même si on avait bien compris que la photographie était entrée dans le champ de l'art contemporain depuis déjà longtemps. Mais j'avais essayé dans ce livre de rassembler des grands thèmes. Gilles Morat, qui est le directeur artistique du pavillon populaire, m'a appelé dans l'année suivante. Alors je vous rappelle, c'était les années Covid, c'était un petit peu compliqué. Mais il m'a fait une proposition qui était de dire, finalement, il manque une exposition pour que le livre soit totalement opératoire et que tu donnes à voir la scène photographique française dans sa dimension historique. Alors j'ai été très heureux de répondre favorablement à cette invitation, mais néanmoins, le pavillon populaire, si vous le connaissez, est un endroit extrêmement bien équipé, assez grand, mais peut-être pas tout à fait grand pas assez grand, pardon, pour accueillir 50 ans de photographie française. Donc du coup, on s'est mis d'accord avec Gilles pour faire une exposition
voyez la chronologie, c'est 1968-1989. C'est-à-dire cette génération, même s'il y a un phénomène de tuilage, qui va voir justement basculer la création photographique en France et amorcer très clairement son inscription dans le champ de la création contemporaine. Alors, au début, ce projet, on avait l'impression qu'il était assez simple parce que finalement, quand on dit on va faire en France une exposition sur la photographie française, c'est très simple. On a des collections, les photographes, pour 90% sont vivants, donc il suffit d'aller les voir. C'était une fausse facilité parce qu'en réalité, cette exposition a été extrêmement lourde à monter en termes de logistique. Il y a 42 prêteurs, il y a 73 photographes, il y a près de 250 œuvres. Et en réalité, cet éclatement, il est très intéressant parce que pour composer et recomposer l'histoire de cette époque, il faut en fait se tourner vers toute l'histoire des acquisitions de ces photographies. Bien sûr, nous sommes aussi parfois allés voir les photographes eux-mêmes, mais on est allé voir les musées et surtout les musées, et puis aussi les FRAC, les centres régionaux. Et en fait, l'éclatement des prêts démontrait presque une histoire de France des acquisitions de la photographie contemporaine française. Et elle a été beaucoup achetée, beaucoup collectionnée. Et ça, c'était déjà le premier signal que voulait envoyer cette exposition, c'est que cette photographie française, elle n'a pas été oubliée, jamais. Elle a été accompagnée. Elle a été accompagnée par des collections publiques, parfois par des collections privées. Et on voulait déjà rendre hommage à ça. Le Centre Pompidou, par exemple, fait un prêt tout à fait important, la Maison européenne de la photographie également. Et c'était déjà une première réponse en acte à quelque chose qu'on avait beaucoup entendu en 2019 dans nos débats, qui était que finalement, on n'achetait pas les photographes français ou on ne les montrait pas. C'est faux, statistiquement. Statistiquement, les photographes français sont beaucoup achetés, et j'allais dire, ils sont beaucoup montrés, mais... Et c'est là tout l'intérêt de faire une exposition ou un ouvrage collectif, ou une grande exposition thématique, c'est que si vous avez en France très régulièrement des expositions monographiques de photographes français, parfois des expositions thématiques, vous n'avez quasiment jamais, et on peut le dire, vous n'avez jamais d'exposition qui représente une scène nationale. Qu'est-ce que ça veut dire représenter? Ça veut dire montrer ensemble, mettre en dialogue, faire résonner les œuvres entre elles, voir là où il y a eu des moments d'accélération, de rupture, voir où ça se passe. Est-ce qu'à un moment donné, ça se passe dans le reportage? Est-ce qu'à un moment donné, ça se passe dans l'art contemporain? Est-ce qu'à un moment donné, ça se passe dans les pratiques intimistes? Et finalement, représenter, c'est-à-dire mettre en scène la photographie française de cette génération-là, ça a été véritablement un travail passionnant parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les pratiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire en disant voilà, c'est l'art contemporain qui a gagné. Non. En réalité, vous avez une pratique de photographie sociale, engagée et politique extrêmement puissante dans les années 70-80 en France. Il ne faut pas l'oublier et on le montre dans cette exposition. Donc, ce que je veux dire tout simplement à ce stade-là, c'est que ce qui nous a terriblement manqué pendant toutes ces années, et je crois que ce qui est en train de changer, c'est de donner à voir ensemble. Je vais vous donner un exemple tout bête, parce que c'est rigolo quand on monte une exposition comme ça. C'est, vous avez des simèses, hein, vous construisez un parcours, mais vous mettez qui à côté de qui? Et pourquoi, d'une certaine manière? Eh bien, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même rigolo, il y a peut-être deux photographes français qui sont les plus connus, les plus présents, peut-être même dans les collections publiques. Pour l'un très médiatisé, je pense à Raymond Depardon. Pour l'un très connu, mais très en retrait, qui est Bernard Plossu. Eh bien, imaginez-vous qu'on n'a jamais montré ensemble, côte à côte, le travail de Bernard Plossu et de Raymond Depardon. Eh bien, c'est pas du tout inintéressant. C'est pas du tout inintéressant. Quand vous voyez comment Bernard Plossu va aller à l'intérieur du quotidien de sa vie, produire une œuvre photographique, et comment, à un moment donné, dans le célèbre livre de Raymond Depardon, Notes de 1979, il va conjuguer le travail du reporter et l'analyse presque psychologique de ses états d'âme, eh bien, on voit que finalement, ces deux photographes qui ont eu des parcours parallèles, même s'ils ne se sont jamais croisés, leurs œuvres ont mis en jeu des questions qui sont communes. Et ça, on l'a fait dans toute l'exposition en permanence.
On fait dialoguer, par exemple, dans le regard posé sur l'histoire dans les années 1980, le travail de Sophie Ristel-Weber sur Beyrouth, c'est-à-dire comment Sophie Ristel-Weber décide d'aller, après les événements, après les bombardements, travailler sur l'architecture et sa ruine comme figure de la douleur historique, et quelqu'un comme Stéphane Duroy, qui est probablement aujourd'hui en France le plus grand photographe, 50 ans de photographie quand même, le plus grand photographe de la mémoire, qui s'est interrogé toute sa vie sur la mémoire. Et on s'est dit, c'est pas inintéressant de se dire que ces deux artistes, finalement, ont proposé des alternatives à la représentation de l'histoire contemporaine, qui était celle du reportage, vers quelque chose qui est plus métaphorique. Et finalement, dans cette exposition, on se rend compte que s'il y a un moment et une articulation passionnante qui se passe, qui se déroule, c'est que le modèle du reportage ne suffit plus aux ambitions des photographes. Et que finalement, on commence par le reportage, on commence sur 68, donc on monte des reportages, mais comment le modèle de l'édition presse rend finalement les photographes malheureux. Ils n'arrêtent pas finalement de se retrouver, c'est ce qu'on appelle la conscience malheureuse des photographes. Ils sont malheureux parce qu'on ne montre pas les images qu'ils choisiraient, qu'on ne les associe pas au texte qu'ils veulent. Et donc, cette volonté des photographes de devenir des auteurs, hein, c'était le grand terme des années 1970-1980, va faire que des valeurs comme celle de la subjectivité vont devenir beaucoup plus importantes que celles de l'objectivité. Et que l'authenticité, d'une certaine manière, du ressenti, va avoir plus de valeur dans son écriture formelle que la distance, la précision, l'édition qu'on le retrouve dans la presse. Donc ces déclencheurs fin des années 60, des années 70, vont véritablement ouvrir les vannes à des expériences formelles différentes, mais aussi à des pratiques sociales de la photographie qui vont être différentes. C'est-à-dire notamment des pratiques documentaires au long cours. Hein, on pense à la naissance de l'agence Viva, hein, au début des années 70, où des photographes décident de travailler collectivement sur des longues durées, etc. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de la photographie française de ces années-là ce soir, mais ce qui m'intéresse, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est que finalement, cette exposition qui est véritablement un déploiement thématique sur la période, permet de voir comment, dans toutes les pratiques, il y a des préoccupations qui se croisent, il y a des solutions formelles qui se répondent. Et j'ai entendu quelque chose qui m'a fait très plaisir le soir du vernissage. Il y avait Jacqueline Salmon qui était là, je ne sais pas si Jacqueline est là, et qui a exposé, bien sûr. Et Jacqueline me dit... Jacqueline va avoir 80 ans, c'est pour vous dire que ça fait 50 ans qu'elle est sur la scène française. Et Jacqueline me dit... C'est marrant parce que on avançait tous dans le même sens, mais on ne le savait pas. Et en fait, l'exigence de rebattre les cartes de la représentation du monde, de trouver des nouvelles écritures, d'assumer, et ça on va en parler avec Olga tout à l'heure, la dimension intellectuelle de la photographie française, parce que tous ces photographes sont des photographes qui ont une conscience critique, politique, voire philosophique, c'est quelque chose qui les reliait. Alors ils n'avaient pas tous les mêmes idées. Il y avait des gens qui avaient des opinions politiques très différentes. Il y avait des ambitions sociales extrêmement différentes entre ceux qui voulaient rester dans une pratique collective, que je dirais très militante, voire anonyme, et puis ceux qui, au contraire, rêvaient de voir leur nom en grand sur les parois des musées. Il y avait vraiment toutes les démarches. Mais néanmoins, représenter l'histoire, produire le récit, c'est faire exister. On peut faire toutes les monographies qu'on veut sur la photographie française, et il faut en faire. Elle ne prendra un vrai visage historique que si elle est représentée collectivement. Et pour finir, et parce que c'est assez rigolo de le dire aussi, il faut le faire parfois aussi contre les photographes. Il faut le faire aussi contre les photographes. Parce que j'ai beaucoup bataillé avec certaines et avec certains qui voulaient être tout seuls dans leur salle, dans leur coin. Je leur disais non, c'est pas le but. Mais la symphonie des égos est extrêmement difficile à écrire, mais il faut l'écrire des fois aussi contre les photographes en leur disant mais non, mais c'est pas possible. Il faut dialoguer. C'est pas toi en personne, c'est les images. Il faut que les images dialoguent avec celles d'un autre. Et notre boulot, nous, conservateurs, historiens, c'est à un moment donné aussi de forcer un peu les photographes à sortir de leur chapelle, de leur ego, pour leur montrer que finalement, ils vivent une aventure commune. Voilà un petit peu
l'envie. Alors, je ne vous ai pas montré de vue de l'expo parce qu'elle vient d'ouvrir. Et puis, je sais que si je vous montre 10 vues de l'expo, vous n'irez pas la voir. Donc, elle est ouverte jusqu'à mi-janvier. Et c'est une exposition gratuite. On est déjà à plus de 8000 visiteurs sur 10 jours. Donc, on est très content. Il y a un véritable appel d'air autour de cette exposition. Et la conjugaison, cette fois-ci, des temporalités est incroyable parce que quand Olga m'a appelé en me disant ben, voilà, mon livre, il est écrit, il va sortir, et ben, je venais juste de dire oui pour monter cette exposition. Et ça fait maintenant des années qu'on se connaît. Et pour moi, ton regard est très précieux parce que c'est un peu le seul qu'on a en tant qu'universitaire sur ce qui s'est passé en France au-delà de 89, puisque tu travailles jusqu'au très contemporain et sur nos artistes vivants. Alors, Olga, peux-tu nous raconter un petit peu l'aventure aussi intellectuelle qui a été la tienne? Et mon Dieu, pourquoi à Cambridge, tu t'es mis à vouloir faire une thèse sur la photographie française? Merci, merci Michel. Et félicitations pour ces projets d'exposition. J'ai hâte de les voir. Je suis très heureuse d'être ici parce que, comme Michel a dit, c'est un projet de livre qui m'apporte à Paris, mais aussi la question quelle histoire pour la photographie en France. Il m'a préoccupée depuis une dizaine d'années pendant que je travaillais sur ce livre qui provient de ma thèse, comme Michel l'a indiqué. Je vais lire un peu, excusez-moi, c'est pour tenir au temps. Et pour m'éviter de perdre les mots. Alors voilà, ce livre avait ses débuts dans un très simple constat. La France, berceau de la photographie, est largement absente des histoires mondiales de la photographie contemporaine, en tout cas dans les contextes anglophones. Et donc mon projet était très simple de remplir cette lacune. Et comme j'écrivais en anglais, ces projets s'adressent à un public anglophone pour leur présenter une histoire, je veux dire bien une histoire bien subjective, selon mon propre voix, et une histoire de la photographie en France suivant son évolution au cours des 50 dernières années, donc à partir des années 60-70 jusqu'à maintenant. Et c'est un compte rendu décennie par décennie qui m'a permis de révéler des points de convergence entre les pratiques qui ne sont pas normalement considérées ensemble. Comme par exemple ce que tu disais au sujet des plus-yeux à côté des pardons, c'est exactement la même chose que je découvre en écrivant cette histoire décennie par décennie, qu'on commence à voir des points communs entre les pratiques qui ne sont pas normalement liées dans l'histoire de la photographie. Normalement, ils sont mis à côté, ça c'est le photojournalisme, ça c'est la photographie de l'art. Mais si on les met à côté, on voit qu'il y a toutes sortes de thèmes en commun qui ressortent. Alors voilà, pour moi, il s'agit d'une tentative d'intégrer des histoires de la photographie en France dans une histoire mondiale de la photographie pour finalement avoir un tableau plus complet. C'est ça le but. Et par exemple, si on parle de la photographie, excusez-moi, je vous ai oublié de montrer, c'est ça un peu le maquis des livres. Et voilà, si on parle de l'histoire mondiale de la photographie en couleur, il va falloir parler aussi du travail des photographes français comme Dolores Marat, c'est ça cette image ici, Bernard Plessu, Guy Bourdin. Alors pour moi, c'était ça, se remplir les lacunes dans cette histoire mondiale. Dans le cas de la photographie d'identité sociale, je voudrais souligner l'importance de quelqu'un comme Michel Journiac, par exemple. Le travail de Mohamed Bouroussa et Laura Hainaut, qui est ici dans la salle, c'est son travail ici. C'est important dans le discours postcolonial en photographie. Donc, dans un sens large, je vois ces projets participer à un courant important de décentrer, mais aussi de décoloniser les histoires de la photographie. C'est un courant qui est très riche, qui finalement vient élargir le canon mondial de la photographie. Et ce livre aussi est une étude des échanges entre les pratiques artistiques et la philosophie française.
Il montre que les rencontres avec la photographie ont été très importantes pour le développement de la pensée critique des personnalités telles que Roland Barthes, Jean Baudrillard et Jacques Rancière. C'est un bel portrait de Jacques Rancière par Luis Canadas. Leurs idées, à leur tour, ont fourni un point de référence pour les pratiques artistiques et donc il s'agit d'une sorte de dialogue entre l'art et la philosophie, les images et les textes, un dialogue qui enrichit l'un et l'autre. Et dans cette analyse, la photographie a une relation avec les événements historiques, culturels et surtout intellectuels qui ont défini l'expérience nationale française dans la période contemporaine. Mais mon objectif, dès le départ, était de concevoir des récits qui puissent dépasser le seuil du national pour atteindre une perspective plus globale. Et cette image de Ito Barada me pense toujours de ce genre de traversée entre les cultures. Et c'est là où mon point de vue de outside, d'une étrangère, avait un avantage. J'ai écrit du point de vue d'une étrangère, d'une personne qui, finalement, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais ni le français. Et je pense que cela m'a permis de déplacer la photographie française de ce discours officiel dans un contexte national. Et c'était donc une tentative de rendre l'histoire de la photographie française étrange pour le lecteur français, mais j'espère pas méconnaissable. Alors, c'est un peu cette idée d'être étrangère, mais aussi pour la rendre un peu étrange. Et à partir de cette perspective d'un outsider, j'ai pu percevoir certaines lacunes ou incohérences dans les récits institutionnels et dans les historiographies officielles. Historiquement, par exemple, l'histoire de la photographie globale a négligé des femmes photographes, en France aussi, comme d'ailleurs. Bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de tentatives de combler cette manque, comme le projet Elle à Paris Photo aussi. Et donc, dans mon livre, j'ai vraiment essayé de présenter un nombre égal de photographes femmes et de photographes hommes, bien ce qui n'était pas toujours facile, en fait. Mais on pourrait parler peut-être à propos de cela. Et c'était l'un des principes guidant ma sélection d'artistes et d'œuvres. Mais la liste comprend aussi des artistes connus, peu connus en dehors de la France, mais aussi des noms célèbres, comme Sophia Stolberg, par exemple. Et dans ces cas, des artistes connus, j'ai pris cette occasion pour réviser leur travail et découvrir de nouvelles interprétations. Donc, par exemple, Sophie Stolberg, qui est bien connue pour son travail sur les paysages ravagés par les conflits armés. Mais dans mon analyse, je voulais plutôt souligner des thèmes d'écologie et d'anthropocène dans son travail, qui n'étaient pas encore, je pense, étudiés. Le paysage, en fait, constitue un point de mire particulier pour étudier des questions d'importance majeure comme le passé colonial, les héritages de la modernisation et la dégradation de l'environnement. Et donc, la thématique de l'écologie est liée à mon projet courant, un nouvel projet sur le paysage dans l'art contemporain. Ben voilà, c'est ça le projet de livre. Il sera lancé demain officiellement à la librairie des Jeux de Paume avec la présence de Michel, Hilde van Gelder et David Bates. Si vous êtes très bienvenus d'y participer demain. Merci. Merci Olga, on reviendra tout à l'heure sur tes partis pris qui sont très forts, on va le voir. Mais je voudrais passer la parole à Héloïse. C'est-à-dire Bibliothèque nationale de France, vocation française et universelle, mais les collections, on en connaît une partie, mais comment se pose la question d'une représentation de la photographie française dans les projets scientifiques, culturels du département ? Alors, la collection, la question de la présence des photographes qui travaillent en France dans les collections, elle s'articule autour de deux pôles majeurs. La présence au niveau des collections
et la présence au niveau des expositions. Puisque les expositions à la BNF ont quand même pour ADN de valoriser les collections et les œuvres acquises. Alors, bien évidemment, c'est la Bibliothèque nationale de France, donc il y a une prégnance de la photographie française, mais il ne faut pas oublier que qui dit bibliothèque dit encyclopédisme et universalisme. Et de fait, nous représentons dans les collections de la BNF la photographie dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la photographie d'auteur, bien sûr, mais aussi la photographie de presse, la photographie de mode, la photographie scientifique, la photographie amateur ou vernaculaire, selon l'expression consacrée dorénavant. Et donc, tout ça participe déjà à une typologie qui distingue la BNF d'un musée. On est une bibliothèque et un musée, mais on est aussi une bibliothèque. Donc cette représentation de la photographie sans exclusive est déjà une spécificité de la BNF. Et par ailleurs, l'universalisme fait que le regard des conservateurs qui se sont succédés au département des estampes et de la photographie, au premier chef, celui de Jean-Claude Lemany, eh bien, ces regards-là ont contribué à regarder la photographie française avec la photographie américaine, la photographie japonaise, la photographie européenne, la photographie latino-américaine, etc., etc. Donc, déjà, la photographie est prise dans un faisceau extrêmement varié. Voilà, donc j'ai mis quelques exemples. Alors, je passe assez rapidement. Je ne pense pas que ça soit l'objet de commenter chacune des images ici. Mais voilà, des acquisitions qui se sont faites. Alors, il faut savoir aussi que les acquisitions de la BNF, la collection s'est faite pour la photographie française, ou des photographes qui travaillent en France, par une spécificité, là encore, de la BNF, qui est le dépôt légal, c'est-à-dire que chaque photographe, à partir du moment où il a rendu public par le biais d'une exposition son travail, eh bien, est tenu légalement, juridiquement, depuis 1925 et de façon vraiment beaucoup plus forte encore depuis 1943, de déposer en un exemplaire ces images. Donc on a une collection qui est représentative aussi de cette multiplicité-là et donc après qui s'articule aussi avec des acquisitions qui se font autour des genres canoniques de la photographie et de l'histoire de l'art, donc le paysage, le portrait, avec aussi des spécificités que Jean-Claude Lemany a impulsées à la collection, que sont par exemple la matérialité. Alors moi, quand je suis arrivée à la BNF en 2014, La matière, l'ombre, la fiction, qui est ce livre de Jean-Claude Lemany fin des années 90, a été un peu ma feuille de route. Voilà, donc la matérialité, eh bien, je me suis intéressée à ces photographes qu'il avait fait rentrer dans les collections très tôt, comme Denis Briat, comme Jean-Pierre Sudre, qui ont eu à cœur d'explorer le médium dans sa matérialité. L'ombre, c'est la question de la prégnance du noir et blanc, et puis les liens de la photographie et de la littérature, avec des œuvres, par exemple la série Anatopée de Arnaud Lesage, qui est un photographe qui rentrait dans les collections à l'époque de Anne Birolo-Lemany, le travail de Michel Houellebecq, Before Landing, qui est un portfolio qui a été acquis en 2017 au moment de l'exposition Paysage français, ou les travaux de photographes très photo-littéraires comme Anne-Lise Braillé ou Marc Blanchet. Voilà, quelques entrées récentes dans les collections qui montrent aussi cette diversité-là, une diversité qui justement traite bien de la photographie
en France et pas que de la photographie française. C'est à dessein que j'ai mis par exemple cette image d'Israël Ariño, qui est un photographe espagnol mais installé depuis maintenant plus d'une décennie en France et qui, par le biais de résidences, notamment sur le territoire, continue à enrichir son œuvre de façon assez marquante. Donc les donations aussi sont... voilà, il y a le dépôt légal, les achats et les donations constituant en fait le cœur des enrichissements de la BNF. Alors, en ce qui concerne les expositions, voilà, là je rejoins tout à fait ce que tu disais, Michel, sur l'importance d'une dimension collective qui met en réseau les regards des photographes. Ça a été le cas lors de l'exposition Paysages français. Un enfant de 3 ans a été trouvé et attend ses parents à l'accueil. Ah, bon. J'espère qu'il va vite retrouver sa famille. Voilà, donc l'exposition Paysages français revenait en fait, avait pour point de départ la mission photographique de la DATAR, sur laquelle avait travaillé de façon très poussée Raphaël Berthaud, qui était co-commissaire avec moi de cette exposition. C'est l'objet de sa thèse. Et de partir de cette expérience du paysage qui avait permis la commande de la DATAR, pour voilà, montrer les initiatives personnelles des photographes, mais aussi celles de collectifs qui s'étaient constitués afin d'avoir un regard sur le paysage français, comme France Territoire Liquide ou d'autres missions photographiques, puisque la France est quand même un pays qui est très riche en termes de résidence, très riche en termes de commandes, j'y reviendrai. Et donc tout cela, c'était l'occasion de faire le point finalement sur presque 40 ans de regard sur ce paysage français. Avec des collectifs comme le Bar Floréal, voilà, donc de Pardon, mis en regard aussi avec le travail par exemple de Jürgen Lefsger, ou de Gilles Heimdorfer, de Thibaut Cuisset. Alors, sur la dimension collective, ce que je souhaitais dire, c'est que bien évidemment, c'est important d'avoir ce temps fort d'une présence de la photographie française telle que l'exposition Métamorphose le montre. Enfin, j'ai hâte de voir l'exposition également. Mais en fait, puisque interroger la question de la photographie en France et de son histoire, c'est aussi s'interroger sur la visibilité donnée à ces photographes qui travaillent en France. Et alors, moi, la dimension collective, elle m'intéresse d'abord dans la dimension internationale qu'on va donner à la photographie française. Et je pense que ce que nous permet la collection de la BNF, eh bien, c'est justement de montrer que la photographie française, la photographie des photographes travaillant en France, est une photographie qui a sa place dans une histoire internationale de la photographie. C'est ce que ton livre montre aussi admirablement, je pense, Olga. Et en ce sens-là, par exemple, une exposition comme Noir et Blanc, alors je vous ai mis ici des images de cette exposition telle que nous l'avions montée avec mes collègues Sylvie Aubenas, Dominique Versavel, Flora Tribel au Grand Palais il y a maintenant plus de 2 ans. C'est une exposition qui a été un peu sacrifiée sur l'autel du Covid, mais que nous remontrerons à l'automne 2023 à la BNF. Et donc ce qui nous intéressait dans cette exposition, eh bien, c'était de montrer les photographes français en dialogue avec les photographes internationaux. C'est pour ça qu'au sein d'une même salle, ici sur la question du contraste, eh bien, vous avez Valérie Belin qui dialogue avec Charles Arbut, avec Robert Frank, avec Otto Steinert, avec Denis Bria, avec Bernard Plossu, et que ce dialogue-là permet justement d'asseoir cette visibilité. Voilà, bon, les expositions monographiques aussi ont leur importance, même si c'est vrai qu'à la BNF, on défend plutôt ces expositions collectives, des expositions des prix aussi qui
permettent de donner une visibilité. Voilà, le prix Niepce, dont on est partenaire depuis 1955, le prix Nadar, le prix du tirage aussi, grâce justement au partenariat qu'on a monté avec le Collège international de photographie du Grand Paris que tu présides, Michel. Voilà, qui permet aussi de donner une visibilité, de montrer l'ampleur aussi des champs d'expérimentation des photographes qui travaillent en France. Voilà, donc... Alors, je vais rebondir sur deux choses qui me semblent vraiment importantes dans les contributions que vous avez à travers toutes les deux vos œuvres, là où vous êtes. La première, effectivement, tu l'as souligné, Héloïse, c'est de faire dialoguer des photographes en France. Alors, moi, j'ai moins de pudeur, je dis français parce que je pense qu'on ne dit pas les photographes qui vivent en Amérique, on dit la photographie américaine, et puis voilà. Donc, il y a plein de photographes qui viennent de plein de pays différents qui vivent en France, ça participe pour moi de la photographie française. Mais peu importe, c'est un détail sémantique. Mais oui, bien sûr qu'il y a des dialogues à établir entre des sensibilités culturelles et artistiques qui sont alors à la fois singulières aux artistes, mais à un moment donné qui peuvent être partagées par des thématiques ou par des sensibilités, pour voir comment, mais c'est une question compliquée, hein, comment on fait dialoguer une photographie allemande, une photographie italienne, une photographie américaine, une photographie sud-américaine. Qu'est-ce qu'on montre si ce n'est la puissance singulière des artistes les uns par rapport aux autres, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une singularité partagée? Je pense que c'est des démonstrations difficiles à faire, mais qui doivent être tentées, parce que c'est en mettant en dialogue les corpus qu'on voit ce qui se passe. C'est pas tellement dans les discours, c'est qu'on voit comment les corpus y dialoguent. Ça, c'est la première chose. Et puis, je crois que un des apports vraiment très importants du livre de Olga, enfin, pour moi, il est double. Le premier, c'est que frontalement, d'ailleurs dans ton titre, Olga, c'est entre théorie et pratique. C'est-à-dire que chacun des chapitres, vous l'avez vu du livre de Olga Smith. Ah, allô, 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 allô. Ah, allô, allô. Ben, je vais prendre celui-là peut-être. Si, celui-là marche. Oui, dans le livre d'Olga, c'est ce parti pris extrêmement radical. Chacun des chapitres, chacune des décennies est mis sous le mentorat, si je puis dire, d'un grand philosophe. Et là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand on parle de la photographie française, on parle de photographes et d'environnements qui sont, je dirais, traversés et même cristallisés par des questions philosophiques et des partis pris philosophiques. Et moi, je suis très heureux que ce soit une thèse et un livre rédigé par une collègue étrangère qui le disent, parce que en France, quand on dit des choses comme ça, on dit « ouais, mais c'est un truc d'intello ». Non, les photographes sont pensés, travaillent, réfléchissent, et c'est vrai. On a dit qu'ils sont peut-être trop littéraires, trop philosophiques. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça peut-être qui est très différent d'une philosophie très intuitionniste qu'on a chez les anglo-saxons. Et ça, c'est intéressant. Et puis, la deuxième chose, je crois, très importante dans ce qui a été dit, c'est que la photographie en France, elle est traversée par des grandes questions internationales. Et tu l'as dit, les questions coloniales, les questions écologiques, les questions féministes. Et ces grands débats de société aujourd'hui, ils ont leur place. Et on éclaire une scène nationale aussi à travers sa capacité à se mettre en résonance avec les discours internationaux. Et avoir aujourd'hui une approche, comme j'ai fait dans d'autres domaines sur la question écologique dans la création contemporaine photographique, c'est aussi pour dire, mais en fait, il se passe quelque chose des grands enjeux de la société dans cet endroit-là. Alors, on est très heureux de voir des œuvres photographiques, mais il faut qu'elles nous racontent quelque chose. Donc, je crois que c'est ça qui est en train de naître. Peut-être une histoire moins, je dirais, moins d'auteur, peut-être moins de cette notion d'affirmation d'auteur, et plutôt de dire, ben voilà, il y a dans ce qui se passe en France des grandes questions de forme et de représentation et d'idées, et que ce qui se passe en France, c'est peut-être une forme de photographie, effectivement, profondément liée à la question de la littérature et de la philosophie. Et voilà, peut-être que c'est une photographie qui est peut-être un petit peu moins évidente que d'autres, dans certains cas, pas toujours, mais il y a aussi des fausses évidences.
Et elles sont intéressantes aussi. Non, juste... Ah, ça marche maintenant. Oui, merci Michel, c'est tout à fait vrai. Et peut-être pour revenir à cette idée de quelles histoires, et c'est aussi peut-être une question pour vous, mais aussi pour le public. Je pense qu'il faut aussi peut-être se demander de quelle perspective, de quel point de vue on entend cette histoire. Finalement, c'est cette fameuse question de qui parle. Vous voyez, et donc, par exemple, on pourrait, pendant cette conversation qu'on a eue en 2018 avec Martha Gély, on a remarqué que sous la direction de Martha Gély, ce qu'on a vu, ce qu'on a montré à Jeu de Paume, par exemple, a beaucoup changé avec cette tendance de valoriser les femmes photographes. Et ça avait beaucoup produit en effet, je pense. Mais je pense, je ne veux pas être trop... Je n'ai pas être trop identitaire ou ce sujet, mais évidemment, il y a une femme qui est en charge et qui fait entrer les femmes photographes dans les musées. Il y a quelque chose qui est dans ces questions. Et c'est pour cela que je veux souligner cette idée il faut se demander de quelle perspective provient cette histoire de la photographie qu'on nous présente. C'est ça. Alors oui, je suis assez d'accord sur la question de savoir qui parle et qui fait. À ce sujet, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Michel, c'est-à-dire moi, j'ai pas de pudeur par rapport à la photographie française ou la photographie en France. C'est juste que ça me semble, choisir photographie en France me semble peut-être parfois plus symptomatique que photographie française, parce qu'on a beaucoup plus d'aisance à dire la photographie allemande, la photographie britannique, photographie suisse, parce que finlandaise ou autre, parce que finalement, il y a eu une prise en charge d'un discours qui a été marqué à un moment donné de façon assez univoque, ce qui n'est pas du tout le cas en France. La photographie britannique, c'était la photographie sociale. La photographie allemande, c'était l'école de Düsseldorf. Et j'en veux pour preuve que cette question-là, par exemple sur la photographie allemande, moi j'ai été assez stupéfaite de voir que la grande exposition sur la photographie d'Allemagne de l'Est, elle a été faite qu'en 2019 par Sonia Voss, c'était Corps impatient aux rencontres d'Arles, et on a redécouvert cette photographie. Alors moi j'ai été très heureuse, Sonia Voss est venue d'ailleurs à la BNF parce que cette photographie d'Allemagne de l'Est, elle était déjà présente à la BNF, parce qu'on avait, je pense que Jean-Claude Lemagny avait cette intelligence d'être curieux de tout et d'avoir cet universalisme et cet encyclopédisme chevillé au corps, ce qui fait que très tôt par rapport à d'autres, et je pense même sans se poser la question, il a acquis énormément de femmes photographes. C'est-à-dire qu'avec ma collègue Dominique Versavel, qui mène un travail de recherche aussi sur qu'est-ce qu'on a des femmes photographes dans les collections, eh bien, on se rend compte que finalement, dès les années 50, 60, 70, il a toujours acheté indifféremment aux hommes et aux femmes, et sans trop, de façon assez intuitive, par la curiosité pour le médium photographique. Donc, je crois qu'il y a déjà ce qui justifie pour moi cette question de la différence entre en France et français. Je pense que identifier une photographie française, l'État français a eu cette générosité reliée, en relation aussi avec les critiques, les historiens, les conservateurs qui se sont succédés, de ne jamais privilégier une école. Et effectivement, cette question d'avoir un discours cultivé, référencé, intellectuel, littéraire, et aussi, à mon sens, ce qui caractérise la photographie en France, mais qui caractérise finalement la photographie française, et qui l'a un peu, parce que c'est très référencé par rapport aussi à ce qu'est la France.
Donc la littérature, le rapport de Barthes à la littérature, à la sémiologie. Enfin voilà, on a parlé de la French Theory quand même pendant de nombreuses années. Voilà, donc tout ça, à mon avis, a alimenté aussi une certaine vision et une difficulté de prise internationale de la photographie française. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord intellectuellement avec toi, évidemment. Et ce que tu pointes est très important, c'est qu'effectivement, parfois, quand il y a un discours national qui se saisit d'une pratique, elle la réduit. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison pour l'Allemagne, alors c'est tellement évident. Mon positionnement, il serait plus stratégique. Quand on a décidé d'inventer quelque chose sous le nom de chanson française, pour la défendre, pour l'exporter, on recouvrait tous les styles de chansons. Mais on identifiait des chanteurs à texte et des gens qui écrivaient des chansons. Et donc souvent je prends cet exemple parce que pour moi, si je dis photographie française, c'est pas pour en réduire à un style. Je crois que j'ai montré 1000 fois que toutes les pratiques m'intéressent et qu'il faut qu'elles soient toutes en discussion. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est presque un acte politique et stratégique. Mais attention à ne pas réduire en disant la photographie française, ça va être que une photographie plasticienne ou au contraire le reportage, etc. Là je suis bien d'accord. Olga, est-ce que quand tu as fait tes enquêtes, je sais que tu as rencontré tous les acteurs du monde de la photographie en France, est-ce que tu as ressenti ce qu'on a dit très longtemps de la photographie française, c'était qu'elle était divisée justement en chapelles, en personnalités, en courants d'idées, de styles. Tu avais ressenti ça quand tu faisais tes enquêtes ? Je sais pas, peut-être que je suis vraiment tellement étrangère à ces contextes que je n'étais pas trop touchée par... si j'ai remarqué, mais peut-être que je suis vraiment très loin de ces divisions institutionnelles. Mais vraiment, ce qui m'a frappé, je suis très loin de cette idée qu'on pourrait identifier un style français de la photographie française, de ce Frenchness, l'essence de Frenchness. Ça, c'est une idée utopique. C'est la première page que je dis que ce n'est pas mon projet. Par contre, cette idée de trouver un lien entre le discours intellectuel et les images visuelles, ça pour moi c'était une façon de dire que oui, il y a quelque chose qui est assez spécifique et assez particulier à cette tradition en France. Parce que c'est ce que j'ai remarqué dans mes conversations avec les artistes français, les photographes français, c'est qu'ils lisent énormément en dehors de, si je pourrais dire, de sa spécialité. Donc ce ne sont pas les livres sur la photographie, mais c'est souvent Barthes et Jacques Rancière, etc., etc. Alors ça, c'est cette culture de lecture qui est là. Je voulais souligner cela comme un des traits de la photographie en France, en fait. Merci. Alors, on a un petit peu de temps. Est-ce qu'il y aurait des questions, des prises de position, des remarques dans la salle, de manière à ce qu'on puisse... Alors, est-ce qu'on fait circuler le micro? Quels sont les usages? Peut-être, parce que comme c'est enregistré... Je vous passe le mien. Merci. Bonjour. Bruno Chalifour, je voudrais revenir sur une notion que Michel Prévert a mentionnée en passant. Et ma question s'adressera à tous les trois. Que pensez-vous de la notion ou du concept de photographie plasticienne? C'est une notion qu'on n'entend qu'en France. Est-ce qu'elle a une utilité? Est-ce que c'est un outil qu'on peut effectivement utiliser ou non? Alors, merci de cette question. Oui, je vais répondre. Je pense qu'il y a... Alors, c'est intéressant parce que non seulement elle n'est pas utilisée ailleurs, mais finalement, elle a été rejetée par pratiquement tous les historiens ou tous les critiques parce que, en fait, c'est comme parfois, c'est une notion qui a eu énormément de succès sur le plan plutôt critique et journalistique. Parce que ça mettait un mot sur des pratiques photographiques qui étaient en dehors, j'allais dire, de la tradition ou du reportage. Est-ce que ça fait plutôt du bien ou du mal? Je ne sais pas. En tout cas, elle a fonctionné. Moi, j'ai été très longtemps en colère contre cette notion. Pendant des années, je sais que Jean-Claude Lemagny ne l'utilisait pas, Régis Durand ne voulait pas en entendre parler, Jean-François Chevrier non plus, et tout le monde disait Et au fond, je me suis dit, mais il faut jamais être complètement contre quelque chose qui réussit d'un point de vue populaire. Et je pense que ça a permis de mettre un mot sur des choses. Alors après,
Effectivement, au niveau international, ça n'a aucun sens. Mais on va parler de visual artist, puis ça sera aussi rapide. Mais peut-être, et là c'est un réflexe d'historien, hein, peut-être que c'est un bel objet historique aujourd'hui, parce que ça reste un peu résiduel, mais ça a été l'élément sémantique qui a aussi permis d'identifier la photographie dans le champ de l'art contemporain. Mais à vrai dire, vous savez, moi je trouve que souvent les termes ou les expressions qui réussissent sont celles qui sont vides. Hein, non mais c'est vrai, c'est des concepts vides. Et donc c'est des coquilles vides, donc on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles ça a fleuri. Mais maintenant c'est vrai que c'est très vintage, c'est une notion très années 80. Enfin je ne sais pas comment vous le ressentez. Oui, tout à fait. Ça marche, oui. C'est effectivement une notion commode pour moi. Pendant longtemps, elle l'a été. Jean-Claude Lemanie avait, lui, inauguré l'expression de photographie créative, mais qui ne recouvrait pas exactement la même réalité, qui était plutôt une photographie d'auteur. Ancré quand même dans ce champ-là. André Rouillet avait opposé en tout cas mis en dialogue art des photographes et photographie d'artistes. Donc il y avait déjà aussi cette difficulté, mais en fait tous ont quand même une vision qui montre deux champs en tout cas. Qui sont distincts. Par exemple, je lisais, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, l'interview de Sophie Ristel-Hubert dans Télérama, et Sophie Ristel-Hubert disait « mais moi je ne suis pas photographe, je suis artiste ». Donc il y a déjà cette volonté aussi de dire que la pratique du photographique, elle est plurielle. Et la photographie plasticienne, elle a permis de mettre ça en évidence avec cette commodité. Effectivement, le grand public voyait à peu près de quoi on parlait. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que ça soit quelque chose de particulièrement opérant, mais ça marque une période. Et en ce sens-là, c'est un objet historique intéressant aussi. Oui, la notion de la photographie plasticienne, c'est très français et c'est impossible à traduire. De temps en temps, on le voit traduit comme plastic art, ce qui est super drôle. Mais pour être un peu plus sérieuse, ce que je pourrais dire, que cette idée aussi, c'est assez différent c'est aussi pour apporter un peu le contexte international à ces discussions. Si on parle de la photographie de l'art dans le contexte anglophone, par exemple, très souvent, la conversation se mène vers les marchés. C'est cette idée liée très étroitement au marché, à l'argent, à la valeur de la photographie dès qu'il se trouve dans le musée, dès qu'il devient très grand, etc. Et ça, c'est l'argument de Michael Fried dans ce livre. Et c'est ça c'est ce livre qui me fait beaucoup, qui m'énerve beaucoup. Ce n'est pas le concept de la photographie plasticienne, mais ce livre de Why Photography Matters More Than Ever Before. Et le problème là, c'est que on est complètement coincé dans cette idée de si ou non la photographie vale aussi que la peinture. Et ça, c'est un peu le dead end. C'est on peut dire ça, un dead end de la conversation. Par contre, avec la photographie plasticienne, on pourrait faire pas mal de choses. C'est bien le concept des années 80, mais pour moi, ça a beaucoup plus sens que art photography. La division entre art photography et non-art photography. Merci. Et pour juste compléter ma réponse à Bruno Chalifour, pour parler du contexte très français, je crois que donc ça a été le titre de l'essai qui a eu beaucoup de succès de Dominique Baquet, parce qu'en fait on ne l'a même pas cité, la pauvre, et donc avec même un deuxième volume. Mais rappelons-nous
quel mot a eu besoin l'État français pour dépasser, après 68, la notion de beaux-arts, les arts plastiques. Et en fait, c'est très français parce que la Commission nationale des arts plastiques, le CNAP, veut bien dire que tous les arts contemporains dépassent cette notion de beaux-arts et sont les arts plastiques. Donc, d'une certaine manière, photographie plasticienne en France, ça veut bien dire une photographie qui appartient au domaine des arts contemporains. Je ne vais pas faire une histoire de politico-sémantique, mais je pense que ça vient de là. Je ne m'étais pas vraiment posé la question, mais je pense que ça vient de là. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question sur le rôle des formations universitaires dans la diffusion de la photo. Par exemple, quand on a parlé de l'expo à Arles sur les photos de l'Allemagne de l'Est, il me semble de mémoire que, effectivement, la plupart des photographes présentés sortaient de 1 ou 2 écoles en Allemagne de l'Est. Et c'est la même chose aux États-Unis. Est-ce que c'est la même chose en France? Alors en France, je pense que la question des écoles et de l'enseignement est différente puisque vous avez des photographes qui sont formés dans des écoles d'art, de beaux-arts, des écoles d'art décoratif et des écoles spécifiques pour la photographie comme l'école des Gobelins ou encore l'école d'Arles. Donc après, les photographes qui enseignent ont forcément une façon de faire école, si j'ose dire. Mais je pense qu'en France, cette question de l'influence ou de la filiation est beaucoup plus diffuse. On sait l'influence qu'ont pu avoir des personnalités comme Otto Steinert, pour l'école de Leipzig, ou Bernd Hilla Becher pour l'école de Düsseldorf. On n'a pas du tout, parmi les enseignants un peu formidables, dont certains photographes que je rencontre aujourd'hui me parlent encore. Il y a Arno Claes, il y a Christian Milovanov qui ont nourri toute une génération, mais qui ne les ont pas influencés au point où certains marchent dans leurs pas. Et Patrick Tosani, par exemple, à l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc je pense que les choses sont plus diffuses en France, mais je ne sais pas quelle est votre interprétation à l'un et à l'autre. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce mot d'école, parce que est-ce qu'on parle de l'institution pédagogique ou est-ce qu'on parle de la notion de style? La notion d'école en histoire de l'art, c'est finalement peut-être même le concept le plus classique qui a été utilisé, l'école de tel. Et d'ailleurs, ça m'a toujours beaucoup amusé qu'on appelle la photographie contemporainement école de Düsseldorf, parce que nous, historiens d'art, depuis l'après-Chastel, si je veux dire, on ne parle plus comme ça. Et c'était très rigolo que sur la photographie, qui était une forme d'art contemporain, se plaque un discours d'autorité et d'attribution et de définition du style en disant école 2. Donc, je veux dire, la notion d'école, c'est peut-être la notion la plus réactionnaire en histoire de l'art aujourd'hui. Bon, bref. Mais après, pour revenir sur l'école en tant qu'institution, il y a une diffusion, effectivement, tu l'as rappelé, dans les écoles d'art aujourd'hui de la pratique de la photographie, école d'art et à Paris. Donc, on a parlé des Gobelins pour la photographie, Arles et puis Louis Lumière, puis quelques autres aussi qui sont plus privées ou peut-être un peu moins connues, mais tout à fait importantes. Mais il n'y a pas de signature, il n'y a pas de... Mais même pour l'école d'Arles, rappelez-vous que quand il y a eu la volonté de fêter les 30 ans de l'école d'Arles, ils avaient fait un mauvais jeu de mots sur l'école d'art et l'école d'art. Et finalement, c'est une exposition qui avait été très mal comprise parce qu'on croyait que tous ces photographes qui avaient fait l'école d'Arles constituaient une école.
au sens effectivement esthétique. Et ça n'a pas du tout fonctionné parce que les pratiques et les démarches étaient hétéroclites. Et j'insiste sur ce mot d'hétéroclite parce que je pense que la scène française, depuis des années, elle est hétéroclite. Et c'est pour ça qu'elle est aussi difficile à penser. C'est pour ça que, j'allais dire, si les reporters étaient restés reporters, ça serait beaucoup plus simple. Mais on a eu une diffusion des pratiques du reportage sur des pratiques plus littéraires, plus autoriales, voire plus plasticiennes, pour reprendre le terme, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, Guillaume Herbeau était en train de signer son livre tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire Guillaume Herbeau, il est reporter et puis il est rangé. Non, c'est aussi quelqu'un qui produit du récit, qui produit des grandes représentations, etc. Donc, les catégories photographiques se sont brouillées depuis des années, et la France, je crois, est peut-être un lieu où ces zones de brouillage ont été les plus fascinantes, les plus complexes aussi à raconter. Donc c'est pas simple. Et Olga, toi, est-ce que tu as perdu, est-ce que tu as perçu ces notions d'école quand tu as étudié la France des années 80-2000 ? Je suis d'accord avec toi. C'est un concept qu'il faut oublier. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça délimite plutôt que ça ouvre à quelque chose qui pourrait être intéressant. Ce n'est pas très... Même l'école des Düsseldorf, on connaît très bien maintenant que c'est beaucoup plus élargi qu'on avait cette impression depuis des histoires de la photographie il y a 20 ans. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps d'une question. Il faut que nos amis me disent si on a encore un petit peu de temps pour des questions ou pas. Non, c'est fini. Bon, pas de regrets, pas de remords. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.